Bon, qu'est-ce qu'on se mate ce soir? Je sais pas, Hook? Non, c'est trop tôt. Pourquoi c'est trop tôt? Robin. Bah, je sais pas, Man of Steel, il vole aussi, lui. Non, trop tôt aussi. Pourquoi? C'est qui est mort? Superman. Ah ouais. Bah tiens, une petite saga Star Wars, tiens. Bon, pourquoi? C'est une bonne idée. J'ai dit non. Pourquoi? Pourquoi? Ferme ta gueule, Tom Tom! Ou alors parle français! C'est stressant à la fin de tes bip bip! Faites demi-tour dès que possible. Ah bah voilà, tu vois, quand tu veux, c'est pas compliqué! Bon allez, maintenant à nous! Anakin Skywalker. Bonjour les cinéphiles et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Critique Hit. Et après Harry Potter, on reste dans les sagas avec la plus culte de toutes, Star Wars. Tu tiens vraiment à ce que tout le monde te déteste? Non, pourquoi? Ben, tout le monde aime Star Wars. Attends, non, tout le monde aime la première trilogie Star Wars. Moi, je parle de la prélogie. Personne aime la prélogie. Bah si. Écoute, de là à peu près de là, personne aime. Et je vais te dire pourquoi. Pour commencer, si cette prélogie n'est que déception, c'est bien parce qu'il y avait de grandes attentes. Attentes dues à la première trilogie qui, dans les années 70-80, avait redonné un sérieux coup de boost à la SF et révolutionné le cinéma de divertissement. La Guerre des Étoiles, qui deviendra l'épisode 4 Un Nouvel Espoir, avait su se montrer surprenant et avait été suivi par l'excellent L'Empire contre-attaque qui reste à ce jour le meilleur film de la saga. Le retour du Jedi avait conclu la trilogie sans décevoir ses fans et ce malgré la présence des Ewoks, sorte de bisounours au message écolo simpliste et à vocation casse-couille, qui amorçait le passage de Lucas vers le côté obscur de la Force. Car oui, le gros problème de la prélogie, c'est que son créateur a cédé à l'appât du gain. Vous me direz, personne n'a demandé à Lucas d'être communiste, mais quand même, perso, j'aurais préféré qu'il se concentre un peu plus sur son scénario et sur ses personnages qu'à l'élaboration de figurines et autres potentiels produits dérivés. J'aurais surtout aimé que ce soit vrai concernant un personnage. Et là, vous croyez certainement que je veux parler de Jar Jar. Mais même si ce petit salopard est effectivement énervant, il n'est pas le nœud du problème, non. Tout est de la faute de Skywalker. Mais commençons par le début. Dans l'épisode 1, en gros, Anakin, c'est Jésus. Il n'a pas de père. Je l'ai porté, je l'ai mis au monde, je l'ai élevé. Je ne me l'explique pas. Pas de papa, une grossesse inexpliquée, des super pouvoirs, et Obi-Wan, Qui-Gon et Jar Jar en guise de roi mage. C'est le postulat de départ, parce que dans les faits, en lieu et place de Baby Jésus, on se retrouve avec un clone de Kevin McAllister sauce Maman j'ai raté l'avion, qui va se donner beaucoup de mal à flinguer tout moment un tant soit peu dramatique à grands coups de réplique à la Tortue Ninja. Avec en apothéose le grand final de l'épisode, où il sauve le cul de tout le monde sans le faire exprès en appuyant un peu sur tous les boutons de la manette, comme dans Mortal Kombat. Anakin! Je sais, c'est mal. Pas autant que ce qu'il nous réserve dans l'épisode 2. En effet, dans l'attaque des clones, nous retrouvons le futur Dark Vador en ado gentiment rebelle, aux coucougnettes tellement pleines qu'il en devient con comme une buse. Dans ce film, c'est simple, il passe son temps à bouder contre Obi-Wan Tout ça, c'est la faute d'Obi-Wan. et à bander pour Padmé, avec qui il vivra une idylle tellement mièvre que je frôle le coma diabétique à chaque séance. Non mais sans déconner, regardez-moi ça.
C'est encore plus bubblegum guimauve que Twilight. T'es un Jedi, putain! Nous le retrouverons dans la revanche des Sith en homme plutôt sombre mais toujours assez neuneux. Le virage vers le côté obscur de la Force aura bien lieu, mais tellement mal amené qu'on n'y croira pas. Lucas aura beau lui faire massacrer des enfants, et massacrer des enfants c'est grave, hein. Pour nous montrer que ça y est, il est méchant et même qu'il est pas content, il arrivera pas à expliquer comment le mec passe en 5 minutes de « je veux sauver tout le monde » à « je vais tous vous buter ». Bref, raté. C'est con, on a fait 3 films sur ce type-là. Et le pire, c'est que le personnage n'a d'impact sur l'histoire qu'à la fin du 3e film. Parce qu'avant, soit il le fait pas exprès, soit c'est Obi-Wan qui charge de faire évoluer l'intrigue autour de l'émergence de l'Empire. Or, dans la trilogie d'origine, c'est bien contre l'Empire que Han, Luke et Leia vont lutter. Dark Vador n'est qu'un des cadres de l'Empire, c'est même pas le boss final. Du coup, on a un peu l'impression qu'on nous montre pas ce qu'il y a de vraiment important. Un peu comme si le caméraman tournait le dos au Twin Tower le 11 septembre 2001. Non, y a pas, il manque quelque chose. Alors oui, Anakin est un personnage en carton, mais ça justifie pas tout pour autant. Bah non, si on a pu faire d'un Saint-Bernard le héros d'une saga lucrative, on devrait pouvoir faire quelque chose de potable avec un Jedi, même un peu neuneux. Et nous voilà avec le second gros handicap de la prélogie. En effet, dès la menace fantôme, un terrible constat s'impose à nous. Lucas est devenu aveugle, c'est son chien qui a dirigé le film. C'est la seule explication logique devant une telle différence de qualité au niveau de la réalisation entre la première trilogie et la seconde. Ça, ou alors le fait que c'est pas Lucas qui avait réalisé la première trilogie. Eh ben ouais, on avait oublié ça. Et pour ceux d'entre vous qui trouvent que j'abuse, je vous préviens, j'ai des exemples. Passons sur l'interprétation, voulez-vous? Certes, Liam Neeson et Ewan McGregor sont deux grands acteurs qui ici jouent extrêmement mal, mais si on les remet dans le contexte, c'est pas facile. On leur pardonne donc. Après tout, si le jeu des acteurs comptait vraiment, ça ferait pas 10 ans que nous subissons Plus belle la vie. Non, le véritable problème de la séquence, il est là. Je vous le remets. Excusez-moi, mais le plus sûr endroit, ça connaît, est Gungan City. Ça grandit là, ça est une ville cachée. Vous voyez toujours pas où je veux en venir? Attendez, je vous aide. Action! Excusez-moi, mais le plus sûr endroit, ça connaît, est Gungan City. Ça grandit là, ça est une ville cachée. Coupé, c'est dans la boîte, premier jour de tournage fini. C'est trop méchant. J'y peux rien si le monteur a laissé des chutes dans le montage final. Mais c'est pas tout. Alors, je sais bien que ce sont que des plans coupes, mais franchement, ce passage-là, il vous sort pas du film? Se filmer à plat, sans mouvement donnant une quelconque énergie au plan, on sent même que les acteurs galèrent avec les accessoires. Et on trouve le même type de choses dans la grande parade finale. C'est limite gênant. Bref, ces plans n'ont rien à foutre dans une production du calibre d'un Star Wars. Mais ces maladresses ne sont pas le plus gros défaut de Lucas comme réalisateur. Non, le plus gros défaut de Lucas, c'est qu'il n'est pas un réalisateur. C'est un directeur artistique, un pionnier des effets spéciaux et à l'époque le PDG d'ILM. Et Star Wars sera la carte de visite du studio. Il y a des effets spéciaux absolument partout. Et je parle pas d'effets qui servent à rendre un univers crédible, non. Voilà une petite compile des moments où les mecs d'ILM ont cru qu'ils étaient les stars du film. Ça a l'air de rien, mais en fait ça nique le rythme du film et ça désamorce toute l'intensité d'une séquence. Parce que même si ça dure que 2 secondes, à ce moment-là, les personnages d'une intrigue passent au second plan. Bref, dans la menace fantôme, la vraie menace, c'est le film. Film qui nous fera craindre le pire concernant l'épisode 2. D'ailleurs, celui-ci tiendra toutes ses promesses. Par où commencer? Pour resituer, l'attaque des clones, c'est l'épisode qui va traiter de la fabuleuse histoire d'amour entre l'individu derrière moi et Padmé. C'est là que nous allons voir comment un amour profond peut rendre aveugle et mener vers le côté obscur de la force. C'est tragique, digne de Roméo et Juliette, d'Antigone, d'Orphée. Anakin, Talicar va se brûler les ailes à force de vouloir voler trop près du soleil. Le problème, c'est que ce qui est vraiment tragique dans tout ça, c'est le traitement. Je vous laisse regarder, pendant que moi je vais lui remettre les idées en place. Et merde. Et donc, pendant 2 heures, on a droit au plan drague avec coucher de soleil en arrière-plan,
Anakin et Padmé qui se roulent dans l'herbe au milieu des petits oiseaux. Nous sommes des dieux, nous sommes des dieux, des dieux, des dieux, des dieux. Anakin et Padmé qui se galochent. La présentation à la belle famille. Mariage. Le tout entrecoupé de petites séquences de « je t'aime, mais on peut pas », histoire de rester à peu près dans les rails. La narration est donc lamentable. Mais niveau réalisation, il y a un mieux. Enfin, un mieux. Disons que le caméraman choisit mieux ses angles et que le monteur n'inclut plus les chutes dans le montage final. Mais Lucas s'est pas transformé en Kubrick du jour au lendemain. Je comprends que Lucas nous raconte une histoire d'amour et que l'amour c'est beau, mais bordel, on dirait un amour de vacances chez Center Park. Croyez-moi ou pas, mais au lieu du magnifique thème de John Williams, en voyant ces images, j'ai ça dans la tête. Après, on se demande pas comment ça se fait que Star Wars finisse dans les mains de Disney, on dirait un putain d'extrait de La Belle au Bois dormant. Je sais ce que vous allez me dire. Il n'y a pas qu'Anakin et Padmé dans l'attaque des clones, et vous avez raison. Il y a aussi tout un arc scénaristique avec Obi-Wan qui charge de mettre en place les véritables enjeux de l'histoire. Ici, vous savez, l'Empire, l'Alliance rebelle, qu'on nous raconte dans la première trilogie, et ben c'est dans cette partie-là du film qu'on en trouve les racines. Le problème, c'est que comme il y a énormément d'infos à caser, on se tape des dialogues indigestes servis par des acteurs qui sont morts à l'intérieur. Traître. Bonjour, mon ami. C'est une erreur, une épouvantable erreur. Ils sont allés trop loin, c'est de la folie. N'est-ce pas vous qui donnez les ordres ici? Je n'y suis pour rien, je vous assure. Je vais tout de suite réclamer qu'on vous relâche. Et le pire, c'est que Lucas sait qu'il nous balade et que son film est à des années-lumière de l'univers montré dans les épisodes originaux. C'est pour ça qu'il nous fait un petit clin d'œil avec Jango Fett, ou l'origine du personnage Boba Fett. Je dis pas que c'est mal, je trouve que ça part même d'une bonne intention, mais à quoi ça sert de nous monter tout un bateau si c'est pour s'en débarrasser comme ça? Et c'est ainsi que le célèbre chasseur de primes Jango Fett, après une longue carrière remplie de succès, rencontra son funeste sort. La vie volée par un panache vrombissant de pourpre fatale. Non, je déconne. En fait, on s'en fout. Il se passe tellement rien d'un point de vue émotionnel qu'il aurait pu se faire buter hors champ, ça aurait été pareil. En fait, l'attaque des clones est le plus mauvais opus de toute la saga. Vous savez, dans The Dark Knight, quand Harvey Dent dit The night is darkest just before the dawn. eh ben en fait, il parle de l'attaque des clones. Dès le début, on note une différence flagrante dans la qualité de la réalisation de cet opus par rapport au précédent. Et la différence, c'est que la mise en scène est cohérente avec l'histoire qui est racontée. Tout est plus efficace dans la revanche des Sith. Le film concluant la prélogie et devant faire le lien avec les épisodes 4, 5 et 6, l'histoire se recentre enfin sur ce qui est important et ne peut plus se payer le luxe de divaguer ou de perdre du temps pour des effets inutiles. Et pouvant enfin s'appuyer sur une histoire avec de véritables enjeux, les personnages prennent également de l'étoffe, ce qui est l'interprétation des comédiens que l'on sent aussi plus à l'aise. Nous avons donc globalement un bon film avec cet épisode 3. En fait, le principal problème de la revanche des Sith, c'est qu'il est précédé de la menace fantôme et de l'attaque des clones. Alors il doit récupérer tout le retard pris dans les opus maléfiques. Du coup, oui, le passage vers le côté obscur se fait en 2 secondes 9, mais il a lieu. Et comme pour se faire pardonner ses errances, Lucas nous offre un final en apothéose avec les duels au sabre laser entre Obi-Wan et Anakin et Yoda Palpatine. Il aura su apprendre de ses erreurs en nous proposant un montage alterné entre 2 séquences d'une intensité égale et nous offre une fin remplie d'une douce nostalgie avec les naissances de Luke et Leia, le chantier de l'étoile de la mort et le retour du célèbre asthmatique. À la fin, tout retombe à sa place, mais bon Dieu que ce fut éprouvant. Et on est en droit, malgré ce 3e film plutôt réussi, de se demander si tout cela était bien utile. La réponse, non. À part niquer le plaisir de quiconque voulant se faire les Star Wars, ça n'aura servi à rien. Et le pire, c'est que la simple évocation de cette musique donne envie de se les faire. Bon bah d'accord, pas Star Wars, pas Star Wars, on aura compris, mais alors qu'est-ce que t'as proposé toi? Un Matrix? Tout de suite les menaces. Ah bah Transformers. C'est très bien que j'ai une intolérance à Michael Bay. 2012, c'est bien. Emmerich, le personnage le plus sombre de l'Allemagne depuis Hitler. Et pourquoi pas un Twilight? Quoi, j'ai dit une connerie? Moi je vais me coucher.
l'avez dressé contre moi. Qui ça, eux? Alors là, pour info, t'as fait ça tout seul. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Mais oui, je suis contre toi. T'as rien écouté ce que j'ai dit depuis le début ou quoi? Je ferai ce qu'il faut pour que les gens voient ce que valent vraiment les Star Wars. Tu essaieras. Bah ouais, mais tu m'as chauffé aussi. Remettre de la diaphine là-dessus. Moi je te laisse. Faut que j'aille voir un mec qui habite dans la matrice.